Ok, c'est bon là, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Excellent. Ok. Euh, Bonjour à tous et bienvenue au webinaire de ce jour sur l'accélération de l'adoption de la digitalisation en temps de COVID-19. Mon nom est Guy Menant et je suis le Research and Knowledge Manager au sein de Making Finance Work for Africa. Cette session est la troisième d'une série de webinaires conjointement organisés avec International Project Consult, IPC, et s'inscrit dans le cadre du programme d'assistance technique de la BEI, la Banque européenne d'investissement. L'agenda de ce jour inclut une brève intervention de la BEI, à la suite de laquelle le modérateur principal donnera corps au contenu de l'événement qui nous réunit ce jour. Une série de questions-réponses clôturera ce webinaire qui, comme vous le verrez sur le prochain slide, s'étendra sur 75 minutes. Tous les micros des participants seront désactivés, mais n'hésitez pas à nous envoyer vos questions dans le chat ou sur le Q&A. Tout au long de ces présentations et discussions, et le modérateur se fera un plaisir de les transmettre à notre panel. Si vous rencontrez des difficultés techniques, alertez-nous par simple courriel ou par message. Ce webinaire est également disponible en traduction simultanée en langue anglaise et dans un peu plus de 72 heures, vous recevrez un courriel avec les diapositives et l'enregistrement. Enfin, nous vous invitons à participer au sondage dont le questionnaire apparaîtra automatiquement sur votre écran à la fin de la session. Voilà qui conclut cette session introductive. Avant d'aller plus loin, je me permets de souligner très brièvement que Making Finance Work for Africa est une plateforme multilatérale de soutien au développement du secteur financier. L'initiative compte en son sein des bailleurs africains et internationaux, dont la BEI et la Commission de l'Union européenne. Ces deux institutions, d'ailleurs, à qui nous adressons nos vifs et sincères remerciements pour leur appui à ce programme. Juste rapidement, à propos de ce programme, il a pour objectif d'accroître la disponibilité de financement long, un des chaînons manquants donc sur le continent africain, et ainsi d'améliorer l'inclusion financière responsable. Le programme offre notamment des prêts et un appui technique en ciblant en particulier les banques de PME et les microfinances des régions ouest et centrales d'Afrique. Notre modérateur principal de ce jour est M. André Hortel. M. Hortel est consultant senior à Auris Développement Finance. Mais avant de lui céder le micro, j'invite M. Ramon Inaraja, chef de la représentation de la BEI au Sénégal, à prendre la parole pour son adresse introductive. Monsieur Inaraja. Un grand merci, Willy. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Ramon Inaraja. Je suis le représentant au Sénégal de la Banque européenne d'investissement, la BEI, la Banque de l'Union européenne. Et je vous souhaite la bienvenue à notre académie, l'académie dédiée aux banques des petites et moyennes entreprises et de la microfinance en Afrique et de l'Ouest et Centre, et en particulier à cette troisième webinaire sur l'accélération de la digitalisation et l'adoption des services financiers numériques depuis l'irruption de COVID-19. Petit mot d'introduction de la BEI, ça c'est un petit bureau de représentation au Sénégal que nous avons avec une seule personne qui est devant vous. Notre bureau régional est basé à Abidjan. Nous avons aussi un bureau régional pour l'Afrique du Centre à Yaoundé. Les activités typiquement que vous associez et que les gens associent à la BEI, ils se trouvent dans l'infrastructure, mais pas seulement, qu'on va voir rapidement. Et probablement, chaque fois que vous allumez votre chambre, il y a dans la chaîne des valeurs une intervention de la BEI dans le secteur de l'énergie. Même chose quand vous ouvrez votre robinet, la salle des bains, l'eau, l'assainissement et d'autres infrastructures typiquement associées à la BEI. Et bien sûr, les transports, beaucoup de routes sur lesquelles vous roulez en Afrique, ils sont aussi supportés par la BEI. Mais il y a plus de 50% de notre activité en Afrique qui ne sont pas directement associées avec cette infrastructure typique, notamment les secteurs financiers. Nous participons avec les banques et avec les institutions de microfinance avec tout un genre de financement
des entreprises africaines. Nous faisons aussi des investissements de equity et à travers des fonds d'investissement dans tous les pays de l'Afrique. Et ça nous permet de tomber sur une des enveloppes les plus importantes maintenant avec l'enveloppe du climat. Il s'agit de l'enveloppe de la digitalisation. C'est une enveloppe que vous trouverez chaque fois plus et plus associée avec la BOI, dans laquelle nous avons un très fort intérêt. Digitalisation des industries, digitalisation des activités des gouvernements, le e-government, et digitalisation dans le secteur financier. Ça nous intéresse beaucoup. On va essayer de faire un grand effort en Afrique pour appuyer la digitalisation des banques domestiques et locaux, et aussi avec les institutions de microfinance. On sait qu'on a démarré cette activité au moment qu'a tombé sur nous cette COVID-19 qui a complètement changé les enjeux de travail. Et on espère, avec ce séminaire sur l'accélération de la digitalisation, qu'on trouve des réponses, des idées et des suggestions pratiques avec l'aide de notre groupe de panélistes. Je vous souhaite encore une fois la bienvenue. Un grand merci pour votre participation. Et je suis sûr que vous profitez avec les idées que notre panéliste Christophe, Olivier et Yann vont nous donner, pilotées de la main, bien sûr, de notre deux modérateurs, Guy et André. Merci beaucoup au nom de la Banque européenne d'investissement. Merci, M. Inaraja. Sans autre forme de procès et vu le léger retard accusé, je cède maintenant la parole à M. Hortel, qui animera la suite de la session. Je vous retrouverai dans environ 1 heure pour la clôture. À vous, M. Hortel. Merci beaucoup. Eh bien, si vous voulez bien passer à la diapositive numéro 7. Voilà, notre sujet d'aujourd'hui est… alors, est-ce que quelqu'un peut bouger les diapositives? Voilà, un peu plus loin. Bon, voilà, encore un peu plus loin. On n'y est pas encore, mais bon, je vais commencer sans tarder. Notre sujet d'aujourd'hui est l'accélération de la digitalisation des services financiers en temps de pandémie. Voilà, merci, c'est la bonne diapositive. Donc, nous allons voir que ce sujet nous amène à considérer 2 temps. D'abord, un temps court, avec des mesures qui sont prises par les institutions financières pour accélérer leur plan de développement de services financiers digitaux, leur plan de développement et leur plan de mise en service. Et puis, un temps plus long qui demande aux institutions financières à examiner les nouvelles priorités pour adapter leur stratégie digitale aux exigences d'une économie qui sera de plus en plus marquée par l'émergence de solutions digitales. Donc, un temps court et un temps un peu plus long. Et dans ce temps un peu plus long, d'ailleurs, une réflexion plus stratégique est possible. D'abord, les institutions financières doivent se positionner dans un paysage digital, dans un paysage qui connaît de nouveaux acteurs comme les fintechs et les opérateurs de réseaux mobiles qui font leur entrée sur le marché de la banque de détail, en fin de compte. Et puis, deuxièmement, dans ce temps plus long, les institutions financières peuvent considérer aussi d'aider leurs clients à adopter eux-mêmes des technologies, voire des modèles d'affaires basés sur des technologies digitales. Alors, prochaine diapositive, s'il vous plaît. Là, on voit d'une façon assez placative, non, celle d'avant, s'il vous plaît, que dans le temps court, comme je le disais, il s'agit de compresser des plannings de mise en place de services financiers digitaux, et parfois même de manière assez drastique, puisque certaines institutions financières avec lesquelles nous avons eu l'occasion de parler nous ont ainsi dit qu'elles ont réduit leur plan de mise en place de ces services de 24 jusqu'à 6 mois, étant donné l'urgence de la situation
provoquées par la pandémie. Et donc, un certain nombre de décisions doivent être prises par le management, comme par exemple quels services à mettre en place tout de suite, comment résoudre les temps de développement et de mise en service, comment les réduire, avec quels risques, et le cas échéant, comment est-ce que le régulateur peut nous appuyer dans ces stratégies d'urgence. À titre d'exemple, je citerai 2 personnes qui se sont exprimées sur ce sujet. D'abord, la responsable de Trade Finance à Tijari Bank qui a dit « Nous avons commencé par parler avec nos clients. Comment pouvons-nous vous aider dans l'urgence ?» Donc, eux, leur démarche dans l'urgence a été quand même de parler en premier lieu avec leurs principaux clients plutôt que de décider eux-mêmes voilà, quelle était l'urgence et quel service avait la priorité. Ils ont préféré en parler d'abord avec leurs clients. Cela paraît banal, mais ce n'est pas une approche qui est toujours suivie par tout le monde. Et puis, enfin, une autre personne qui connaît bien le secteur dit « Le plus important est de réduire le time to cash », c'est-à-dire le temps de transformation des flux de marchandises en flux financiers pour les clients. Ça, c'est vraiment ce qui représente l'urgence majeure en temps de crise économique en général et donc de la crise Covid. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Dans le temps plus long, là se pose, comme je le disais, la question du positionnement. Il s'agit donc d'une réflexion plus stratégique. Comme vous le voyez sur cette diapositive, cela demande de prendre en considération de nombreux facteurs qui sont souvent intercorrélés entre eux. Et ce sont des considérations stratégiques qui peuvent déboucher sur des stratégies de coopération ou de compétition, voire les deux. Voilà, je ne rentrerai pas plus en détail. La diapositive que vous voyez sert à vous montrer un petit peu les dimensions de la problématique. La prochaine diapositive, s'il vous plaît, nous montre que pour assurer l'adoption de services financiers digitaux par les clients des institutions financières, ces dernières doivent se pencher sur des aspects très importants, comme entre autres la confiance qui est un élément central pour le fonctionnement de tout marché, le confort du parcours client, la valeur ajoutée perçue par le client et la problématique des incitations qui peuvent être prévues pour favoriser, voire accélérer l'adoption de ces services par la clientèle. Et là encore, comme vous le voyez sur cette diapositive, de nombreux facteurs doivent être pris en compte. Et enfin, comme je le disais auparavant, les stratégies des institutions financières peuvent les amener à faciliter la transition digitale pour leurs propres clients. C'est d'ailleurs ce que suggèrent les citations que j'ai fait apparaître sur cette diapositive, comme par exemple celle provenant de Capgemini qui dit « Il faut aider les clients à trouver les meilleures stratégies pour leur livraison et leur paiement ». Voilà, ça paraît simple, mais c'est là encore quelque chose de tout à fait prioritaire. Et puis une deuxième citation, ou plutôt quelque chose que j'ai relevé dans la littérature, c'est que le e-commerce fait vraiment son entrée en Afrique, encore d'une façon un peu timide, mais en tout cas en 2017, il y avait déjà 264 startups de e-commerce qui étaient opérationnelles en Afrique. Donc ça aussi, c'est, je dirais, une indication de l'intérêt qui peut exister pour les institutions financières de se brancher ou de coopérer avec ce type d'initiative pour mieux servir leur clientèle dans un temps où les contacts sociaux sont réduits. Bien. Ayant introduit ainsi le sujet, je pense qu'il est temps maintenant de laisser la parole à nos panélistes, en commençant par Monsieur Christophe Bretagnol, consultant en digitalisation à PCES Ghana. Merci beaucoup. Bonjour, mon nom est Christophe Bretagnol. Ça fait
plus de 20 ans que je travaille dans l'informatique et ça fait à peu près 14 ans que je supporte les institutions financières dans leur digitalisation, que ce soit en termes de produits digitaux, que ce soit en termes de digitalisation des processus internes, de mise en production de produits spécifiques. Depuis 4 ans avec ma propre structure, PCs, qui est basée au Ghana et en Macédoine. Avec laquelle nous supportons des institutions financières à travers des projets directs avec les institutions ou à travers des projets de donneurs tels que KfW, EIB ou GIZ. Donc, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est donc de la digitalisation et du Covid-19. Cette présentation va être divisée en 3 parties. Une première partie où je vais vous parler de la situation idéale qui était, disons, pré-Covid, de comment faire une bonne digitalisation, puis exactement comment ça a été acté dans les faits durant le Covid, qu'est-ce qui a été justement pas trop regardé pour pouvoir résoudre les problèmes actuels. Et enfin, qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant pour essayer de récupérer la situation, pour revenir dans un mode de fonctionnement plus long terme, justement. Donc, on va passer au slide suivant. Donc, la digitalisation, c'est un sujet qui est déjà, avant le Covid, était très présent. Dans beaucoup d'institutions, il y avait une stratégie digitale qui était mise en place. Il y avait des discussions à propos de produits digitaux qui allaient mettre en place, mais bien souvent, cette stratégie digitale n'est pas forcément prise par le bon aspect. De mon expérience avec beaucoup d'institutions, il y a une tendance générale qui est il nous faut par exemple tel produit, par exemple agency banking ou le mobile banking, et c'est ça qu'on doit avoir. Donc, la plupart des projets ou des stratégies commencent par le produit ou par le canal lui-même, au lieu d'abord de justement un processus du bas vers le haut qui permettrait de prendre les besoins pour pouvoir définir la stratégie digitale. Donc, les 5 piliers que moi je retiens pour faire votre digitalisation, c'est vraiment de faire d'abord une analyse des processus que vous avez en place, parce que par exemple, si vous ajoutez un nouveau canal qui va augmenter le volume de transactions que vous allez générer, mais que vos processus derrière pour pouvoir absorber cette augmentation n'est pas présent, ça va être très compliqué. Vous allez vous retrouver dans une situation encore plus difficile que vous n'étiez avant, puisque ça ne sera pas une chaîne de processus qui a été bien mise en place, mais ce sera plutôt les processus, spécialement les processus de back-office, qui doivent être, qui sont complètement pas adaptés aux procédures, aux canaux digitaux que vous mettez en place vos clients par rapport au nombre de transactions générées. Donc, c'est très important de vraiment analyser les processus que vous avez, quels sont les besoins dans ces processus, à quel moment il y a des interactions clients. Donc, vraiment cartographier ces processus pour justement voir à quel moment les canaux digitaux ou la digitalisation de ces processus va intervenir. C'est quelque chose de très important à faire au tout début, tout début de la conception de votre stratégie digitale. Ensuite, une fois que vous avez analysé ces processus et aussi analysé le marché, maintenant vous allez analyser le marché, qu'est-ce qui est disponible, qu'est-ce qui est nécessaire pour vos clients et comment vous allez définir les produits qui sont nécessaires à vos clients. Faut bien comprendre que les canaux digitaux, ce n'est pas comme ouvrir une nouvelle agence.
C'est vraiment une façon d'interagir avec les clients qui est vraiment différente. Et du coup, il faut vraiment définir les produits qui vont être utilisés par ces canaux digitaux de façon réaliste par rapport au canal lui-même. On ne peut pas juste faire une copie des produits qui existent en agence sur un canal digital comme par exemple une application mobile USSD va pas forcément couvrir l'intégralité des produits que vous avez en agence. Donc, il y a vraiment une sélection de ces produits et souvent aussi de créer des produits spécifiques pour justement le digital. Donc, une fois que vous avez défini ces produits, analysé vos processus, maintenant, vous avez une bonne idée de ce que vous voulez faire. Donc, déjà, c'est une bonne base pour pouvoir maintenant définir quel canal va être le plus adapté pour pouvoir justement résoudre ces problématiques et fournir des services, les services que vous voulez fournir aux clients avec ces canaux. Donc, c'est vraiment le canal ne doit pas venir en premier, mais doit venir en conséquence de l'analyse que vous avez faite sur vos besoins en termes d'accès digital de vos clients. Une fois que vous avez fait ça, donc vous avez déjà bien avancé en termes de exactement qu'est-ce que nous voulons faire, quelle va être ma stratégie. Maintenant, ce qu'il va vous falloir faire, c'est vraiment estimer le risque basé sur justement les canaux, les processus et les produits, estimer quelle va être l'augmentation de votre risque en justement ouvrant un nouveau canal pour vos clients, puisque chaque canal, en fait, a ses propres risques et a besoin d'être considéré en tant que tel. Vous ne pouvez pas considérer que le risque qui va être quand un client vient sur une agence ou un de vos agents est devant ce client et va pouvoir interagir avec lui, va pouvoir le reconnaître, comparer avec une photo, par exemple, ça ne va pas être le même risque que quand vous mettez à disposition du public une application qui va leur permettre de se connecter et de faire des opérations sur leur compte, par exemple. Le risque va être beaucoup plus important à ce niveau-là. Enfin, une fois que vous avez estimé le risque, identifié les canaux dont vous avez besoin, les produits, les processus, maintenant, il va falloir, quand vous mettez en place ce nouveau canal, ces nouveaux produits, ces nouveaux produits digitaux, il va falloir aussi vraiment considérer l'anticipation du futur, spécialement quand vous allez sélectionner les fournisseurs qui vont vous fournir ces solutions. C'est des solutions. Le digital, c'est pas quelque chose qui est ah voilà, on a le digital à l'année 2021, c'est comme ça et ça va rester comme ça. Le digital, de même que toutes les technologies qui sont connectées à ça, et comme il a été discuté, de nombreuses fintechs s'ouvrent chaque jour pour fournir des nouveaux produits et des nouvelles façons d'interagir avec le client. Donc, vous devez vraiment, quand vous sélectionnez les fournisseurs et les solutions, avoir cette anticipation, qu'est-ce qu'on va vouloir faire dans le futur. Donc, cette stratégie digitale, en fait, s'intègre totalement avec votre stratégie générale de votre institution et doit vraiment être une partie intégrale de cette stratégie commerciale. Donc, ça, c'est dans l'idéal. Malheureusement, avec le Covid-19, pas mal de choses ont changé et ça a été très difficile de mettre cette approche cette approche globale de comment faire votre stratégie digitale. Donc, si on peut passer au prochain slide. Qu'est-ce qui s'est passé pendant le Covid-19? C'est que d'un seul coup, le besoin de canal digital et le besoin de communiquer avec les clients et pour les clients de pouvoir accéder à leurs services est soudainement devenu quelque chose qui est passé au premier plan. C'était déjà quelque chose qui était important, mais là, l'urgence est devenue vraiment difficile à gérer. Donc, ce qui s'est passé dans beaucoup d'institutions, c'est qu'il a été mis en place des canaux digitaux de façon très accélérée.
La mise en place a été faite le plus vite possible pour pouvoir permettre aux clients d'interagir et pour pouvoir permettre justement à la partie commerciale de continuer à fonctionner. Cela dit, quand c'est accéléré, forcément, il y a aussi des choses qui ont été pas considérées ou peu considérées afin de pouvoir servir le client le plus vite possible. Par exemple, les produits qui ont été mis en place étaient vraiment des produits d'urgence pour pouvoir servir les clients qui ne pouvaient plus accéder aux agences dans certains pays et que les clients puissent continuer à transacter avec leur compte. Le choix de canaux était aussi relativement limité. C'est très difficile, spécifiquement en urgence, de mettre en place un nouveau canal sans avoir fait beaucoup de préparation avant. Donc, les choix des canaux qui pouvaient être utilisés étaient limités. On ne peut pas, par exemple, commencer toute une activité de carte en quelques mois. Une activité de carte, c'est quelque chose qui prend un long temps pour pouvoir être mis en place. Donc, ce canal, par exemple, était assez limité. Donc, était pas possible d'accéder directement en démarrant un projet. D'autres canaux, comme par exemple le mobile ou les messageries instantanées, sont des canaux qui sont beaucoup plus simples à mettre en place. Mais du coup, ça limite aussi les possibilités de ce qui peut être fait avec ces canaux. Une des premières victimes, généralement, quand des projets doivent être faits en urgence, c'est bien souvent la sécurité, puisque les produits devaient être mis en place le plus vite possible. Il y avait beaucoup de pression sur les départements informatiques qui devaient mettre en place ces canaux et qui ont dû sacrifier, au moins en partie, la sécurité pour pouvoir aller sur le marché le plus vite possible. Et du coup, cette sécurité est maintenant un vrai problème puisque spécifiquement pour les canaux qui étaient disponibles pour être mis en place rapidement, c'est des canaux qui sont vraiment complexes en termes de sécurité et qui nécessitent des normes de sécurité spécifiques que les départements informatiques ne maîtrisent pas toujours pour pouvoir mettre des canaux en place. Christophe, vous Oui. avez encore environ une minute. Hein. Oh, donc je vais me dépêcher. Donc, une autre chose, c'est que tout était orienté vers le présent et pas tellement vers le futur. On peut passer au slide suivant. Je vais essayer de faire très vite. Donc, qu'est-ce que vous devez faire pour vous retrouver maintenant que tout ça a été fait? C'est vraiment redéfinir la stratégie en reprenant les points dont j'ai parlé avant. Pour les processus qui sont déjà en place, c'est vraiment de les revoir, de les optimiser pour justement pouvoir vraiment profiter de tous les avantages que ces canaux peuvent vous fournir, de réévaluer les produits que vous avez mis en place pour voir si vraiment c'est des produits que vous voulez avoir sur le long terme et si c'est vraiment la façon dont vous voulez que ces produits soient faits. Sécuriser les canaux, comme je disais avant. Les canaux qui ont été mis en place sans sécurisation, n'hésitez pas, à mon avis, de faire appel à des spécialistes. Il y a de plus en plus en Afrique des sociétés qui sont spécialisées dans la sécurité informatique. La sécurité informatique, c'est devenu quelque chose de très spécialisé et donc, vous ne pouvez pas compter totalement sur vos départements informatiques pour avoir tous les éléments pour pouvoir faire cette sécurisation. Donc, n'hésitez pas à faire appel à des entreprises externes qui vont vous aider à ce niveau-là. Faites aussi une analyse du risque de ce que vous avez mis en place et essayez de trouver des façons de réduire. Et finalement, la consolidation. Donc, regardez tous les nouveaux canaux que vous avez ou les canaux que vous aviez avant pour essayer de les consolider dans une offre produit qui est globale et qui est cohérente par rapport aux clients. Donc, excusez-moi si j'ai dû aller un peu vite sur ce slide, mais voilà, merci. Eh bien, merci beaucoup, Christophe. Je pense que c'était effectivement, malheureusement, on a dû se limiter en temps, mais je crois que l'essentiel a été dit. Je laisserai bien volontiers maintenant
la possibilité aux auditeurs de poser des questions. Je suis en train de vérifier si nous avons reçu des questions sur ce sujet-là. En tout cas, il n'y en a pas qui m'ont été transmises. Bon, dans ce cas, moi, je dirais que, Christophe, vous avez très bien dressé les grandes lignes d'une approche pour la mise en place de services financiers digitaux dans un contexte d'urgence, en insistant beaucoup sur la nécessité ensuite de mettre en place un processus de consolidation, n'est-ce pas ? Notamment en ce qui concerne les aspects sécurité. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur les risques à prendre en compte dans un contexte d'urgence? Vous disiez que les risques étaient un peu la partie négligée dans l'urgence. Cependant, il y a certains risques peut-être qu'il faut quand même considérer, même dans une situation d'urgence. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus? Oui, alors pour le risque, principalement, il faut savoir que la plupart des canaux digitaux, c'est des canaux digitaux qui vont être disponibles pour le public en général. Donc, ça veut dire que le niveau d'exposition de vos services a augmenté de façon significative, parce que maintenant, vous accédez à une base de clients beaucoup plus importante que vous avez, et surtout, vous accédez maintenant à une base de non-clients, de gens qui peuvent essayer maintenant d'accéder à vos services et de faire des tentatives de fraude sur ces services ce qui fait qui est vraiment dangereux parce que juste le nombre de gens qui peuvent se connecter en même temps qui peuvent se connecter sur vos services est devenu d'un seul coup beaucoup plus important, et ça augmente de façon significative le potentiel d'intrusion. Et comme j'imagine beaucoup de vous le savent, il y a beaucoup maintenant, même en Afrique, des gens qui vont essayer de capturer vos données et de faire du kidnapping de données pour justement vous empêcher de travailler. Donc, c'est très important d'être sûr que dans la partie réseau, vos réseaux sont suffisamment protégés, c'est-à-dire les canaux qui sont ouverts vers l'extérieur n'accèdent pas directement à toutes vos ressources internes. Il faut vraiment qu'il y ait une zone de sécurité. Donc, d'un point de vue informatique, c'est des choses qui sont très connues donc par votre service informatique, sur quel genre de mise en place doivent être installés. Là où ils ne vont pas forcément avoir toute la connaissance, c'est le détail de la paramétrisation et de cette mise en place. Donc, c'est là que vous pourrez accéder, vous aurez sûrement besoin d'accéder à des spécialistes pour pouvoir intervenir sur ce point. Pour vous donner un exemple, nous sommes une société d'informatique, donc tous les employés sont des informaticiens, et pourtant nous faisons quand même appel à des entreprises spécialisées pour la partie sécurité, parce que c'est une partie qui est vraiment, vraiment spécialisée et qui demande des connaissances vraiment techniques avancées. Bien, merci beaucoup pour cette réponse. Je vois d'ailleurs une question qui m'a été envoyée, qui est justement, avez-vous des contacts avec des agences spécialisées pour évaluer la sécurité? Donc, je pense que la personne qui a posé cette question pourra s'adresser à PCES, puisque vous dites vous-même en connaître, Oui, puisque vous exactement. collaborez avec elle. Oui. Il y a une autre question qui a été posée, c'est et je pense qu'il n'y a pas forcément une réponse unique à cette question, c'est quel est le temps pour développer des produits digitaux? Bon, c'est une question un petit peu générale, mais peut-être que vous pouvez nous donner quelques indications, Christophe? Donc, non seulement c'est une question assez générale, puisque ça va dépendre des canaux digitaux dont on parle, des produits digitaux dont on parle. Il y a des produits très simples de mise en place, comme je le disais avant, par exemple tout ce qui est SMS ou USSD, ou encore ce qui se fait beaucoup maintenant, c'est les chatbots, donc qui vont vous permettre de faire du banking à travers WhatsApp ou à travers Telegram. Ça, c'est des produits qui sont généralement assez simples à mettre en place.
à partir du moment où dans le pays dans lequel vous opérez, il y a aussi une certaine couche d'entreprises qui va faire du B2B et qui va servir ces entreprises pour leur fournir. Donc, par exemple, là, moi, je suis au Ghana à l'heure actuelle. Ici, ils ont beaucoup d'agrégateurs télécoms qui vont vous permettre de connecter en ayant un seul contrat avec cet agrégateur, va vous permettre de vous connecter à tous les fournisseurs mobiles. Donc ça va vous permettre d'aller très rapidement en production avec des canaux mobiles. Mais d'un autre côté, il y a des pays où ces genres d'entreprises n'existent pas. Et dans ce cas, vous devez négocier avec chaque opérateur mobile un par un. Et ça peut prendre beaucoup de temps. C'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment une réponse finale. Comme je le disais avant, il y a d'autres produits comme par exemple les cartes qui sont des produits qui mettent beaucoup de temps. Ça peut être aussi discuté si c'est digital ou non, mais je dirais que oui. Et c'est des produits qui vont mettre très longtemps à mettre en place. Ou par exemple, le Internet Banking, ça va être un peu entre les deux, un peu moins long que les cartes, mais un peu plus long que le mobile. Donc ça dépend vraiment des différents canaux, mais ça dépend aussi de l'implication de l'institution. Des projets peuvent varier du simple au double, voire au triple, par rapport à quel point, surtout le management, généralement, de l'institution est vraiment totalement appliqué, oui, à mettre en place cette stratégie digitale, à avoir fait une stratégie digitale qui est vraiment complète et qui s'inscrit dans la culture de l'institution, etc. Donc oui, les réponses varient. J'allais dire aussi, ça dépend aussi des capacités techniques de vos équipes. Donc c'est difficile de spécifier ça exactement. Bien. Merci beaucoup. Merci Christophe pour cette contribution très intéressante. Donc, sans plus tarder, puisque nous sommes déjà un petit peu beyond the schedule, je vais passer la parole à Olivier Bayébéché, qui est le directeur général d'Advance Ghana et qui a beaucoup de choses lui aussi à nous dire sur le sujet, en espérant que voilà, on pourra continuer à respecter les temps. Merci. À vous Olivier. Merci beaucoup André, bonjour à tous. Je vais essayer de respecter mon temps de parole. Donc Advance Ghana, c'est une Savings and Loans au Ghana depuis 2008, qui fait partie du groupe international de microfinance Advance, qui est présent dans 9 pays en Afrique et en Asie. Et nous proposons des services financiers principalement à des clients, des micro et petites entreprises et des agriculteurs. Donc, ma présentation est plutôt centrée sur le Ghana, évidemment. L'idée, c'est de vous donner déjà un premier aperçu rapide du paysage et ensuite de vous expliquer plus spécifiquement comment Advance Ghana adresse sa transformation digitale et plus particulièrement avec la pandémie Covid qui a servi d'accélérateur. Donc, au Ghana, c'est devenu un des leaders en Afrique de l'Ouest sur la monnaie électronique. Il y a une très forte accélération de l'utilisation de ces canaux depuis 2008, où l'interopérabilité entre les différents opérateurs télécoms a été mise en œuvre. Il y a aujourd'hui 37 millions de porte-monnaies électroniques au Ghana, avec des croissances exponentielles sur le nombre et le volume de transactions chaque année depuis 2018 en particulier. C'est aussi un pays dont la Banque centrale joue globalement son rôle en termes d'incitation à l'utilisation de ces services digitaux, mais aussi pour réguler le secteur et la manière dont il est géré, et qui a été notamment assez actif au début de la pandémie pour justement revoir à la baisse un certain nombre de commissions, de frais liés au transactionnel pour vraiment faciliter les transactions digitales par l'ensemble de la population. Donc, il y a tout un cadre réglementaire qui a été mis en place, des départements et des équipes dédiées désormais sur les services digitaux au sein de la Banque centrale et globalement des études qui permettent d'avoir une assez bonne idée du paysage au Ghana. Et c'est d'ailleurs un paysage qui évolue très vite et qui concurrence de plus en plus
le secteur traditionnel de la microfinance, on va dire, avec l'entrée des MNO, donc des telcos sur le secteur financier, de plus en plus de fintech qui également proposent des services, mais aussi des banques qui, avec des ressources généralement beaucoup plus importantes que les institutions de microfinance, peuvent mettre en place des programmes importants de digitalisation de leurs services, de leurs organisations, et notamment à travers ça, font du downscaling pour servir des clientèles qui sont plus traditionnelles, plus traditionnellement celles de la microfinance. Donc, un paysage qui change très vite et auquel il faut évidemment pouvoir s'adapter. On peut passer à la slide suivante. Donc, Advance Ghana, peut-être d'abord, dans le cadre du groupe, a réellement développé une stratégie ces 2 dernières années de transformation digitale, donc qui est vraiment programmée, qui fait partie de la stratégie du groupe. Et Advance Ghana est la filiale pilote du groupe pour la mise en œuvre de cette transformation digitale en 2021. On avait déjà en place un certain nombre de services digitaux depuis plusieurs années, mais là, c'est un programme de transformation majeur qui combine à la fois une stratégie digitale, mais aussi une stratégie informatique, qui est évidemment un sous-jacent essentiel pour mettre en œuvre correctement une stratégie digitale. Ce n'est pas suffisant de juste changer les outils informatiques, parce que on change l'intégralité finalement de notre business model, de notre organisation, de nos process, comme l'a dit Christophe tout à l'heure. Et donc, cette transformation digitale est composée d'une revue de notre modèle, mais aussi de tout un nouveau modèle informatique en termes d'infrastructure, de sécurité, d'espace de travail et évidemment de solutions qui sont adaptées au digital. L'objectif d'une telle transformation, c'est évidemment d'abord de mieux servir nos clients avec des outils innovants, plus performants, d'améliorer aussi la qualité et l'environnement de travail de nos équipes pour pouvoir vraiment se consacrer pleinement à nos clients et de manière beaucoup plus simple et rapide. Donc, ça nous permet aussi de revoir l'ensemble du modèle qui est beaucoup plus standardisé, d'améliorer la productivité et avec pour but évidemment ultime augmenter le nombre de canaux disponibles pour nos clients pour communiquer avec nous, pour transacter avec nous et évidemment pour pouvoir mieux répondre à leurs besoins d'une façon générale. Tout ça pour pouvoir rester compétitif sur nos marchés, pouvoir continuer à être pertinent sur ces marchés qui changent très vite, mais aussi pouvoir être agile, comme l'a dit Christophe. Il faut anticiper sur non pas juste les besoins de l'année prochaine, mais ceux des prochaines années. Et donc, il faut pouvoir mettre en place des outils qui sont évolutifs et qui pourront aussi facilement s'adapter à l'évolution du marché. Donc ça, c'est, on va dire, le programme et la stratégie. Et évidemment, si on peut passer à la slide suivante, la pandémie Covid nous a évidemment conduit à accélérer autant que possible un certain nombre d'éléments de cette transformation pour pouvoir faciliter les transactions digitales de nos clients qui avaient moins de capacité pour venir dans nos agences ou nos équipes pour aller sur le terrain, pour parfois collecter de l'argent, etc. Pour pouvoir maintenir une relation client efficace et au service de nos clients et pour pouvoir maintenir un niveau de performance commerciale, technique et en matière de sécurité à un niveau suffisant. Donc, on a mis en place un certain nombre de choses qui étaient prévues mais qui se sont accélérées, on va dire, avec le Covid. Donc, notamment, on a intégré de manière plus directe nos services avec des porte-monnaies des opérateurs télécoms plutôt que de toujours passer par des agrégateurs qui peuvent être en effet très utiles, mais qui parfois peuvent être aussi contraignants. Ça nous a permis d'améliorer la performance technique de nos services et aussi de réduire certains coûts associés pour le client. On a aussi très rapidement essayé de mettre en place des processus pour permettre à nos clients à distance
de souscrire à ces services digitaux, de pouvoir réactiver ces services si nécessaire, notamment nos services de mobile banking. On a aussi réorienté un certain nombre de nos équipes, notamment nos agents de terrain, les caissiers mobiles, notre call center, dans la formation de nos clients, puisque c'est un des enjeux quand même majeurs, c'est l'adhésion des clients à ces services, mais aussi leur expliquer comment ça marche, comment ça fonctionne, en particulier sur certaines clientèles qui sont parfois illettrées, qui n'ont pas forcément toujours une appétence très forte sur ces services-là. Donc, on a vraiment mobilisé nos équipes pour aider nos clients à utiliser ces services-là pendant les premières semaines de la pandémie. On a aussi très fortement accéléré notre plan de renforcement de sécurité informatique pour s'assurer que les transactions étaient sécurisées le plus possible, mis en place des nouveaux contrôles par rapport à toutes ces solutions-là. Et on a aussi utilisé des nouveaux outils pour faciliter digitaux, pour faciliter le suivi de nos clients à distance. Donc, pour pouvoir continuer à interagir avec eux, collecter des données sur l'évolution de leur situation et pouvoir un peu consolider toutes ces données et imaginer des solutions qu'on pourrait proposer à nos clients pour les aider à traverser cette crise. Donc ça, c'est vraiment les choses qu'on a accélérées et mises en place pendant la pandémie. Au préalable, on avait déjà un certain nombre de choses. Notre mobile banking existe depuis près de 5 ans maintenant. On a déjà mis en place des pilotes au Ghana avec des plateformes e-commerce qui nous permettent de financer les vendeurs sur ces plateformes avec des partages d'informations qui servent à alimenter des modèles de scoring, des processus de demande de prêts et de décaissement des prêts qui sont complètement digitalisés et qui nous permettent de servir les clients de manière très rapide et avec des coûts opérationnels très réduits, donc de pouvoir aussi jouer sur le pricing, qui est un enjeu important au Ghana. Également, on travaille depuis plusieurs années dans les chaînes de valeur agricoles au Ghana, comme dans le groupe en général, et on travaille de plus en plus à la digitalisation de ces partenariats et de ces chaînes de valeur pour collecter les informations clients qui sont souvent en zone rurale, loin des agences, etc., pour digitaliser les paiements aux producteurs. C'est souvent des enjeux très importants parce qu'il y a beaucoup de cash qui circulent avec des enjeux de vol, de braquage importants. On a un pilote qu'on est en train de préparer qui va se lancer avec différents partenaires qui nous permet en utilisant un certain nombre de données et des images satellites, de pouvoir collecter des données sur les parcelles agricoles, la qualité des sols, l'impact du climat, du changement climatique, etc. et de développer des modèles de scoring sur lesquels on peut ensuite proposer des services adaptés de façon digitalisée. C'est une plateforme qui permet aussi d'échanger de l'information avec les agriculteurs sur la météo, sur l'évolution des prix, etc., mais aussi de la formation et de l'éducation financière sur l'utilisation de ces canaux digitaux, l'utilisation d'input de produits phytosanitaires agricoles, etc., etc. Donc, beaucoup de choses qui peuvent être proposées à travers ces canaux et qui sont aussi adaptées non seulement aux zones sur lesquelles on intervient, mais aussi au type de public avec lesquels on travaille. Peut-être si on peut passer à la dernière slide qui permet d'illustrer en quelques chiffres à la fois l'impact du Covid, mais aussi d'une certaine manière l'opportunité que ça a créé en tant qu'accélérateur d'une transformation digitale. Ce qu'on a observé, nous, sur les derniers mois, à travers notre activité avec les clients et des études d'impact qu'on a menées ces derniers mois, globalement, on a eu 20% de transactions en plus en nombre par mois sur notre service mobile banking, 10% de plus en valeur mensuelle. Le canal mobile banking est devenu pour la première fois le canal privilégié de nos clients par rapport à
la collecte terrain qu'on faisait avec nos caissiers mobiles auparavant. Les études d'impact montrent que 60% des clients qui utilisent nos services mobile banking sont très satisfaits et c'est des niveaux de satisfaction qui sont nettement plus élevés que les niveaux de satisfaction qu'on a avec les clients qui interagissent avec nous principalement par les agences, puisqu'ils ne sont plus obligés de se déplacer en agence, ils ne sont pas obligés de quitter leur business pour pouvoir faire une transaction, etc. Donc, ça offre beaucoup d'avantages à nos clients. Et globalement, on a aussi constaté 30% de nos clients qui ont déclaré utiliser de manière beaucoup plus accrue les canaux digitaux, que ce soit les canaux Advance ou d'autres, depuis le début de la pandémie et qui ont clairement l'intention de continuer à utiliser de plus en plus ces services. Donc voilà, globalement et rapidement, un peu l'expérience du Ghana et d'Advance Ghana. Et à travers ces chiffres, on voit qu'il y a potentiellement un vrai impact, il y a une vraie demande en tout cas, mais qu'une transformation digitale ne peut pas se faire que dans l'urgence, en tout cas pas de manière efficace et satisfaisante, et que c'est un programme vraiment stratégique pour une institution, puisqu'elle change, je dirais presque à peu près tout dans la manière dont on s'organise, dont on gère nos process et notre relation avec nos clients. Merci beaucoup, Olivier, pour cette très intéressante présentation. Sans plus tarder, je souhaiterais vous relayer une question qui provient de la Centenary Bank en Ouganda. Je vais vous la lire en anglais. With COVID-19, many rural borrowers prefer to borrow from the local microfinance institutions like village savings and loan associations. However, most of these institutions don't have adequate liquidity, charge high interest rates of about 10% per month, and give shorter loans periods of 1 month with weekly repayments. How can this webinar explore opportunity of digitalizing banks and supporting agents to provide cheaper loans to village savings and loans associations for on-lending to their members? Donc, en français, la question, c'est comment est-ce que les banques peuvent mettre en place des services digitaux qui leur permettent de rentrer en coopération avec des institutions de microfinance actives au niveau local pour les refinancer et mieux servir leurs clients. Je pense, Olivier, que vous pourriez peut-être nous dire quelque chose d'intéressant sur ce sujet. Oui, en effet, dans le cadre de nos chaînes de valeur agricoles, on est en train justement de mettre en place des schémas de coopération directement avec les VSLA, ce sont les Village Savings and Loans Association, qui en effet, en général, manquent de capacité financière pour pouvoir répondre et d'ingénierie financière, je dirais, pour pouvoir répondre aux différents types de besoins de leurs membres dans les villages ou les petites villes, mais qui par contre ont la connaissance client, ont la connaissance de l'environnement, ont parfois des historiques de crédit de leurs membres, des historiques d'épargne de leurs membres, peuvent proposer des schémas de garantie, on va dire, solidaires dans le cadre de services financiers et ont déjà sur place une structuration sur lesquelles on peut s'appuyer en tant qu'institution financière pour pouvoir proposer, nos services, notamment via des canaux digitaux. Et c'est typiquement quelque chose qu'on est en train de travailler et de mettre en place dans le cadre de ce programme dont je vous parlais avec des producteurs de cacao au Ghana et l'utilisation d'images satellites. Et ça s'appuie notamment aussi sur ces associations villageoises qui nous permettent d'avoir des relais sur le terrain et de pouvoir, via ces relais, proposer des gammes de services plus développées que ce que peuvent faire ces associations villageoises elles-mêmes et avec aussi plus de ressources et de capacités pour le faire. Donc, il y a vraiment des schémas
collaboration, je dirais, qui peuvent être imaginées et être mis en place par rapport à ces canaux-là, puisque pour nous, on ne peut pas être partout, dans chaque village, etc., etc. Donc, évidemment, les canaux digitaux associés à ces relais plus physiques et qui connaissent très bien le terrain et l'environnement sont vraiment très complémentaires. Très bien, merci beaucoup. Merci. Je pense que nous pouvons rapidement maintenant passer à la présentation de Yop. Donc, à vous, Willy. Merci bien, André. Bonjour à tout le monde. Pardon, excusez-moi, Willy, présenter... avant que vous interveniez, je tiens à signaler que je collecte également d'autres questions et que je les réserve pour une séance de questions-réponses générales après l'ensemble des présentations. Donc, il y en a certaines qu'on peut poser directement après les présentations et d'autres que je souhaite réserver pour un peu plus tard. Donc, tout ça pour dire aux participants que vos questions ne sont pas oubliées. Voilà, pardon de cette interruption, Willy, à vous. Merci bien, merci encore André. Donc, je suis Willy Tchengue, directeur général adjoint de Yop Management, avec 21 années d'expérience dans l'environnement bancaire et notamment au sein du groupe Société Générale, sous différents horizons, en l'occurrence en France, en Angleterre et en Côte d'Ivoire et depuis déjà 4 ans au Sénégal, où je supervise toute la stratégie commerciale de Yop, voilà, en Afrique subsaharienne. Donc, dans un premier temps, je vais m'arrêter très rapidement pour présenter Yop en quelques mots. C'est la prochaine slide, s'il vous plaît. Allô, la prochaine slide. Alors, je vais anticiper. Qu'est-ce que c'est que Yop? Voilà, donc Yop est la solution mobile money du groupe Société Générale. Voilà. Et Yop s'inscrit dans la stratégie de digitalisation et de transformation du modèle de banque traditionnelle du groupe Société Générale en Afrique subsaharienne. Donc, l'objectif majeur de Yop en Afrique subsaharienne se décline en 2 points. Déjà, il y a un meilleur adressage des clients particuliers du groupe Société Générale dans ces pays où le groupe a des filiales et sert des clients individuels. Et la seconde branche est évidemment d'apporter des solutions novatrices, digitales, à tous ces clients entreprises qu'elle accompagne déjà depuis plus de 50 ans dans certains pays. Alors, une solution qui permet d'accéder à une gamme complète de services financiers sans avoir besoin d'ouvrir un compte bancaire pour ce qui est des clients individuels. Et le modèle de distribution est un modèle d'agency banking, c'est-à-dire que Yop s'appuie sur un réseau d'agents dédiés qui sont recrutés à travers des partenariats. Et ces réseaux sont de profils divers, c'est-à-dire qu'on a des réseaux structurés tels que des stations-service, mais aussi des réseaux de master agents qui sont des opérateurs de mobile money qu'on connaît justement sur les paysages africains. Ce qu'il faut aussi souligner, c'est que les services de Yop sont accessibles via un réseau de distributeurs, mais à travers aussi une application mobile, et une application mobile qui est compatible quel que soit l'opérateur téléphonique des pays. Donc, il y a cette puissance du fait d'être multi-opérateur qui permettent justement de rendre la solution accessible à tout client. Alors, quelques métriques. Nous sommes aujourd'hui déployés dans 7 pays, donc la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Cameroun, le Burkina Faso, la Guinée, ainsi que le Ghana et Mada qui sont tous les deux en lancement. 17 000 points de vente aujourd'hui, 17 000 points de vente aujourd'hui sont accessibles sur les différentes géographies que j'ai citées, avec un portefeuille de 2000 clients et 2000 clients individuels et 500 entreprises. Aujourd'hui, le rythme transactionnel de Yop est au-delà des 500 000 transactions le mois.
voilà, quelques métriques. Et le slide présente très bien le panel de services accessibles qui vont à la fois du retrait sans DAB pour les clients individuels, mais pour les clients entreprises aussi, une plateforme de paiement de masse. Voilà. Donc, je vais passer sur la seconde slide pour vous parler justement de ce que YUP a pu faire en synergie avec les régulateurs pour justement réagir suite à l'arrivée du Covid il y a déjà 1 an. C'est la prochaine slide, s'il vous plaît. Alors, le propos, ce que je propose comme présentation, c'est un propos qui va à la fois adresser les orientations de YUP pour les clients individuels et les orientations pour les clients entreprises. Puisque je vous l'ai dit, YUP s'inscrit dans la stratégie justement des filiales bancaires qui adressent ces 2 profils de clients. Donc, sur ce slide, c'est l'accompagnement qu'on a pu mettre en place en synergie avec les autorités banques centrales, mais aussi les autorités des différents États. Et ceci à la fois en travaillant avec des ONG, des organisations non gouvernementales, mais des institutions aussi des différents pays. En sachant que YUP est un acteur majeur, comme je le disais, dans ces politiques des filets sociaux sur les 5 premiers pays où nous sommes déjà en vitesse de croisière, avec plus de 70 000 bénéficiaires qui ont pu bénéficier justement de paiements sur la plateforme YUP en termes de distribution d'aides sociales apportées à la fois par des États à travers leurs structures sociales, mais aussi via des ONG et des sociétés de démembrement des Nations Unies. Il y a eu 145 000 versements effectués sur ces wallets et 11 millions d'euros distribués dans des points YUP. Ça veut dire qu'il y a 11 millions d'euros que ces populations ont pu décaisser sur les différents points YUP et ainsi que sur les DAB Société Générale. Alors, ça, tout ceci a été rendu possible grâce à des mesures prises par le régulateur, les différents régulateurs des zones dans lesquelles nous nous trouvons, notamment sur des dispositifs de gratuité de certains services, mais aussi des allègements de certaines règles, notamment les règles d'enrôlement. Et ça, c'est un point sur lequel j'aimerais m'arrêter 2 secondes parce que à ce jour, dans l'industrie justement du mobile money, YUP a ce point différenciant qui est d'offrir un standard de KYC, Know Your Client, d'enrôlement, ça veut dire d'identification de nos clients d'un standard du niveau du standard bancaire Société Générale, c'est-à-dire d'une banque internationale. Et ceci a une puissance et une reconnaissance justement de la part des régulateurs, mais aussi de nos partenaires qui voient ce point d'un très bon œil. Et d'ailleurs, on parlait justement d'idées à partager. Je pense qu'une des idées qui serait intéressante de partager et qui pourrait justement faire l'intérêt d'une discussion des différents participants serait justement de voir dans quelle mesure partir de ce standard bancaire pour pouvoir justement identifier les clients des populations souvent non bancarisées, parce qu'il y a aussi une dimension d'inclusion financière, hein, c'est aussi l'enjeu, c'est de pouvoir partir de ces niveaux d'identification pour mettre en place des signatures électroniques justement sous nos tropiques, ce qui pourrait justement être une force additionnelle dans tout le profil transactionnel et la sécurisation des transactions de ces intervenants, de ces acteurs justement des économies, bien qu'étant dans l'informel. Alors, donc, il y a eu justement ces actions qui nous ont permis de travailler à l'enrôlement, de ces populations de manière très active avec des dispositifs de remédiation qui ont suivi. Parce que ça, c'est très important. L'idée n'était pas juste de profiter de l'allègement des critères d'identification, c'était de faciliter ces enrôlements pour embarquer davantage de personnes sur les plateformes digitales, éviter justement, réduire les mobilisations de ces populations sur différents points de paiement et sans l'occurrence pour tous les services
de paiement de factures, que ce soit d'énergie, d'eau, mais aussi différents services d'État. Nous avons pu accompagner donc ces différentes entités à travers justement la mise à disposition de notre plateforme pour des populations sur de larges géographies, parce qu'il y a une couverture nationale pour les 5 pays qui ont été mentionnés. Ça, côté IUP, c'était vraiment le plus fort apport en termes de soutien aux autorités et aux organisations non gouvernementales. Sur la prochaine slide, si vous voulez bien, nous abordons le soutien de IUP pour justement les profils personnes morales. Ce qui est important de souligner, c'est qu'il y a encore un vrai besoin au niveau des personnes morales, des entreprises qui aujourd'hui évoluent énormément dans l'informel sous ces géographies et qui sont de gros contributeurs aux économies. Tout à l'heure, Olivier précisait justement l'intérêt qu'il y avait d'accompagner les acteurs des milieux agricoles. Donc, voilà, pour citer un exemple, en Côte d'Ivoire, l'agriculture contribue à hauteur de 40% du PIB du pays. Voilà, et ce sont d'énormes poches contributrices dans le PIB et dans les économies de ces pays. Et dans ces secteurs et ces segments d'activité, nous avons énormément d'acteurs qui évoluent dans l'informel, et transactent avec des corporates très formalisés, bancarisés, et qui se voient justement à ce jour faire face à des difficultés de collecte et de paiement. Et là, IUP, avec évidemment l'aide du groupe Société Générale, a développé une initiative, un service innovant qui permettrait à la fois à ces corporates de collecter donc leur chiffre d'affaires dispatché sur le territoire à travers leur réseau de distribution, mais aussi effectuer des paiements de masse, ça veut dire être en relation de flux financiers avec des partenaires personnes morales sur les différentes géographies, et en sachant que ces PME qui sont justement très souvent dans l'informel et aujourd'hui interagissent énormément à travers justement des échanges cash, ont besoin de ces canaux digitaux à la fois pour pouvoir se développer, mais aussi ça nous permet de mieux les connaître et de mieux les embarquer dans des processus de bancarisation. Et ces PME, en les faisant évoluer, elles nous permettent aussi justement de toucher les clients finaux qui sont des individus, qui peuvent être des planteurs, et ainsi les amener aussi à se transformer, à se moderniser et à avoir de meilleurs accès justement à des financements. Ce qui était l'un des points justement de l'intervention précédente, avec justement pour ces profils des taux de financement qui restent très élevés et qui ralentissent justement leur évolution, lorsqu'ils n'ont pas accès justement à des prêteurs beaucoup plus conventionnels, comme justement des organisations de microfinance, voire des banques. Alors, ce service, il est très simple, c'est un service qu'on va dire de cash collection qui permet en fait à IUP d'intermédier, de se mettre au milieu, de digitaliser la collecte du chiffre d'affaires des réseaux de distribution dans les différents recoins des pays, en prenant au niveau de nos points d'agents des espèces et remonter l'équivalent des espèces collectées en monnaie électronique directement sur les comptes monnaie électronique de nos corporates, de nos clients corporates, des clients corporates des filiales bancaires, et en valeur jour, voire J+1, transformer cette monnaie électronique en monnaie fiduciaire sur les comptes bancaires. Alors, pour le corporate, évidemment, c'est évident, il y a un fort intérêt parce qu'il y a une captation de sa liquidité en J, et ça leur permet justement de sécuriser leur flux. Et pour le distributeur, cette remontée rapide du cash leur permet aussi de redynamiser leur activité parce que ça leur permet de recycler leur stock de manière plus efficace et plus rapide. Avec tous les aspects sécurisation, parce que nous sommes très souvent sur des géographies et des régions où il y a un vrai risque
il y a évidemment les risques liés aux transactions en espèces, de détournement, de perte, de fraude, mais il y a aussi des risques, des risques de braquage et d'agression physique. Voilà. Donc ça, c'est le produit qui est en train d'être déployé aujourd'hui en pilote sur différentes géographies, à savoir la Côte d'Ivoire, à savoir le Cameroun, et qu'on espère vulgariser sur nos différentes géographies. Alors, ça n'a pas été si simple de déployer ce produit parce qu'il fallait le concevoir. Il y a une dimension contractuelle, juridique, et une dimension technique, et il y avait aussi des dimensions justement au niveau des régulations. Donc là-dessus, on a aussi été accompagné par les régulateurs, BCAO, Banque centrale de Guinée, BEAC, parce que justement, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que l'encadrement des activités de mobile money, à la base, ont été pensés par les régulateurs pour des clients individuels. Vu que les telcos, lorsqu'ils lancent cette activité, adressent un besoin sur des clients individuels, sur des porteurs de téléphones portables. Et aujourd'hui, on essaie de faire évoluer, justement, en travaillant en synergie avec ces régulateurs, de faire évoluer l'offre de valeur vers justement les environnements personnes morales, mais toujours avec pour cible de pouvoir apporter de la valeur à la fois, certes, à la personne morale, mais surtout aussi à la personne individuelle, au client final. Et pour cela, justement, les régulateurs ont été très attentifs, très sensibles justement à nos initiatives et à nous accompagner justement dans l'ajustement de certains points de la régulation, et reste particulièrement attentif et à l'écoute justement de l'évolution de cette offre. Et ça, c'est une opportunité aussi de partager, de dire justement à nous acteurs qui discutons, de ne pas hésiter justement à nous rapprocher du régulateur qui voit justement à travers le mobile money un vecteur fort justement de développement et d'accompagnement des acteurs les plus fragiles de leurs économies. Donc, il faut vraiment prendre ces initiatives, entrer en contact et essayer de proposer, être force de proposition sur des offres qui pourraient être innovantes et qui pourraient contribuer justement à renforcer la digitalisation et développer justement la simplification des économies africaines. Voilà. C'est ce que je voulais vous partager et je ne sais pas s'il y a des questions. Merci. Merci. Très intéressant, en effet. On a vu là un service qui est particulièrement utile en période de crise économique, puisqu'il permet de raccourcir le temps de transformation de flux de marchandises en cash, ce qui est tout à fait essentiel pour la survie des acteurs. Et il y a effectivement un certain nombre de questions qui peuvent s'adresser à vous, Willy. Notamment, beaucoup de questions portent sur la problématique disons, des réticences que l'on rencontre souvent chez les petites entreprises informelles, comme le sont par exemple les détaillants ou les agents qui sont liés à votre clientèle corporate. Leur réticence à adopter des services financiers digitaux, soit par méfiance, soit par manque d'éducation financière, voire d'illettrisme. La même question peut s'adresser aussi à Olivier de Advance, puisque certains ont fait remarquer que cette problématique est particulièrement aiguë dans les zones rurales. Et donc, comment faire pour faciliter l'adoption des services financiers digitaux à une clientèle paysanne? Donc, peut-être vous, Willy, pouvez-vous nous donner quelques éléments sur la manière, disons, de susciter l'adhésion de la clientèle? Tout à fait, tout à fait. Alors déjà, le premier point, déjà c'est un vrai sujet, c'est un vrai point, et la première réponse c'est de l'accompagnement. Et l'accompagnement, c'est-à-dire qu'il y a tout un service d'accompagnement à mettre en place qui doit être à la fois un service de proximité et physique. Et pour cela, à côté Yup, on a justement un dispositif d'animateurs qui couvre nos réseaux d'agents, qui sont en contact avec justement ces partenaires, comme je disais, fragiles, de petite taille, les très petites entreprises, qui n'ont pas forcément l'épaisseur en termes de connaissance justement de la valeur ajoutée que leur porteront ces services et ces canaux digitaux. Et il faut bien savoir aussi que nous sommes sous des horizons où les usages, les us et les coutumes sont très forts, c'est-à-dire que l'espèce est encore très présente. Et ensuite, il y a aussi pour ces mêmes acteurs qui sont
un peu plus proches justement des systèmes financiers parce qu'ils sont déjà en contact avec des banques rurales, des tontines évoluées, voire des IMF. Pour cela, il y a tout le process aussi d'éducation financière. Olivier en parlait tout à l'heure. C'est un vrai sujet. C'est aussi le sujet d'accompagner ces populations à travers des formats et des formes d'éducation financière compréhensibles partout et qui créent à la fois le lien et la confiance. Parce que, comme toujours, hein, c'est la première expérience qui fait la différence. Et ça, c'est un travail, justement, c'est un travail de tous les instants et qui doit avoir à la fois une portée physique, relationnelle, mais une autre dimension digitale si on veut justement pouvoir l'industrialiser rapidement. OK, très bien. Olivier, vous souhaitez ajouter quelque chose, notamment pour ce qui concerne les zones rurales? Oui, oui, bah, évidemment, on est confronté à cette problématique qui est réelle. Pour ça, je pense qu'en effet, comme le disait Willy, il y a nécessité de multiplier en fait les manières de délivrer cette éducation financière. Donc, nous, on le fait notamment en s'appuyant sur nos réseaux de partenaires dans les chaînes de valeur agricoles qui sont aussi appuyés par nos agents et donc qui peuvent aller sur le terrain mener des campagnes d'éducation financière, de formation, etc. On s'appuie parfois aussi sur des agents MNO telco locaux en les formant et eux-mêmes à leur tour peuvent former des utilisateurs, même si parfois ça peut aussi présenter certains risques. On est aussi en train de développer d'autres canaux pour communiquer de manière soit plus simplement visuelle avec des supports d'explication de comment utiliser les services qui sont uniquement basés sur le visuel, donc avec des bandes dessinées, avec des espèces de modes opératoires très, très visuels. Et on est aussi en train de travailler sur des technologies de type IVR, donc des serveurs vocaux qui peuvent être utilisés à distance pour délivrer de la formation, de l'interaction avec les clients et aussi des différents types de messages audio qu'on peut diffuser via WhatsApp, par exemple, parce que beaucoup de nos clients utilisent ce réseau social. Donc, et je pense peut-être un dernier point, même si l'éducation financière est un point essentiel, le constat que moi j'ai un petit peu fait au Ghana et notamment avec nos équipes, c'est que c'est aussi un travail important de changement de mentalité de nos propres équipes qui souvent présupposent que sous prétexte que quelqu'un est illettré, ne sait pas utiliser un téléphone, alors que beaucoup de ces clients-là ont un porte-monnaie électronique, l'utilisent quotidiennement, etc. Donc, il y a évidemment un travail de formation, d'accompagnement important à faire, notamment en zone rurale où c'est beaucoup plus difficile. Mais il y a un besoin qui existe, il y a une appétence et déjà des bases qui existent sur lesquelles on peut s'appuyer. Et il faut aussi former nos équipes à pouvoir délivrer aussi ce type d'éducation financière à nos clients. Très bien. OK. Merci beaucoup. Je souhaiterais demander de combien de temps disposons-nous encore, car nous avons, après ces présentations, encore un certain nombre de questions qui ont été posées, qui me semblent devoir demander une réponse. Je pense que nous avons normalement le temps est jusqu'à 3h30, c'est ça? Enfin, C'est c'est-à-dire ça, encore une dizaine de minutes alors. effectivement, oui. Très bien, très bien. Eh bien, alors, dans ce cas, je pense qu'il y a déjà deux questions intéressantes qui peuvent être, à mon avis, adressées à PCES. La première, c'est quelle approche pour anticiper les risques opérationnels liés à la digitalisation? Quelqu'un souhaite en savoir un petit peu plus là-dessus. Quelle approche pour anticiper les risques opérationnels? Christophe, est-ce que Oui. cela vous parle? Oui, oui, pas de problème. Oui, donc j'ai répondu un peu, je crois, en texte à cette question. C'est un peu le point que je voulais mettre
tout à l'heure en parlant de vraiment bien analyser les risques. Il y a les risques liés au canal lui-même, mais comme la première étape dont j'avais parlé, c'était de vraiment analyser ces processus. Et c'est en analysant ces processus qu'on va pouvoir voir si justement il y a des points qui sont des points critiques qui, quand on augmente le volume, vont générer des problématiques opérationnelles, de risques opérationnels. Et vraiment, comme je le disais, l'idée, ce n'est pas de faire de décalquer ces processus physiques vers les processus digitaux, mais vraiment de prendre en considération ces processus digitaux, quelles sont leurs limitations, quelles sont les choses qu'on ne maîtrise pas en termes d'information par rapport à un processus où le client vient directement en agence. Et en vraiment faisant cette analyse, on va pouvoir renforcer ces processus internes pour pouvoir supporter ça. Un autre point que je disais dans ma réponse aussi, c'est que je vois beaucoup d'institutions qui pensent que la digitalisation, c'est un moyen de réduire les coûts en termes de personnel. Mais ce qu'il faut voir, c'est que ça va vous permettre d'augmenter vos volumes avec moins de personnel, oui, mais ça ne veut pas dire que le personnel est complètement hors du processus. Et du coup, plutôt que de vouloir absolument réduire le nombre de personnes, mais de plutôt renforcer un back-office qui va devenir beaucoup plus important qu'il ne l'était avant, puisque là, beaucoup de transactions vont arriver directement au niveau du back-office. Donc, il faut vraiment faire un renforcement de ce back-office pour justement pouvoir éviter ces risques opérationnels accrus. Très bien. J'ai une autre question qui est un sujet un peu technique et donc je vous adresserai volontiers, Christophe. Quelqu'un demande si l'arrivée de la 5G représente une opportunité particulièrement intéressante pour la mise en place de services financiers digitaux. Alors là, je vais donner mon opinion, pas vraiment. La 5G, ça demande beaucoup d'infrastructures en place. Au niveau du nombre d'antennes à mettre, c'est encore un niveau au-dessus de la 4G. Et même dans des pays qui sont assez avancés en termes d'infrastructure réseau, la 4G n'est encore pas vraiment répandue. Et pour vous donner un exemple, là maintenant je suis au Ghana pour travailler sur un projet d'agent bancaire et le fait est que dans beaucoup de parties du pays, parfois même juste la connexion mobile n'est pas toujours facile à avoir. Donc la 5G, du point de vue du contexte africain, à mon avis, il y a encore beaucoup de temps avant que ça ait vraiment un impact sur les services digitaux. Très bien, merci. Alors, j'ai une question qui peut sans doute être relayée à Yop. Quelqu'un nous demande quel type de solution digitale peut mettre en place une institution bancaire spécialisée sur la clientèle corporate et le B2B. Je ne sais pas si ça vous parle, ça. La question est peut-être pas très, très précise. Hein. C'est justement des sujets sur lesquels nous travaillons et pour lesquels nous commençons à avoir des solutions de réponse. Oui. Alors là-dessus, il y a de vrais services de collecte digitaux, des services de collecte, notamment en termes de B2B, c'est pour simplifier, une fois de plus, les échanges, les flux entre deux personnes morales. Et en général, c'est un corporate avec son écosystème de PME, de prestataires, parce qu'on se retrouve très souvent dans des dispositions où le corporate est bancarisé, a un compte bancaire et son prestataire ne l'est pas. Et le corporate qui a des standards justement financiers forts, qui demande de la traçabilité, qui demande justement du recouvrement rapide, n'est pas forcément bien servi par la PME qui justement n'a pas les moyens d'honorer ces exigences. Et en cela, les banques savent, en tout cas Société Générale, à travers Yup, c'est justement apporter des solutions pour donner à la PME les moyens de régler, de faire remonter sa dette au corporate
via justement de la monnaie électronique sur des canaux digitaux et charge à Yup d'assurer la transformation de cette monnaie électronique en monnaie fiduciaire pour la banque, pour le corporate, autant pour moi. Donc ça, aujourd'hui, ce sont des services sur lesquels nous travaillons et pour lesquels justement il y a des solutions déjà. Oui, ok, très bien. Encore une question technique qui m'est parvenue. C'est quelle pourrait être l'utilité de la technologie blockchain pour la digitalisation de services financiers? Là encore, Christophe, vous avez un avis là-dessus ou... Oui, oui. Oui, donc encore une fois, je ne veux pas avoir l'air d'être celui qui casse un peu la fête. Mais pour moi, la technologie blockchain, c'est une technologie qui a beaucoup de potentiel pour le futur, mais qui est encore dans son enfance à bien des niveaux. Et c'est une technologie qui n'est pas encore suffisamment mature pour pouvoir vraiment avoir un impact sur la façon dont le banking est fait en Afrique. Les problématiques qu'on rencontre ici sur le continent sont des problématiques beaucoup plus pratiques, beaucoup plus terrain et qui nécessitent des solutions innovantes comme Yup. Yup, c'est une solution vraiment très innovante, vraiment adaptée à l'Afrique. Encore une fois, comme je le disais avant, il ne faut pas prendre les choses en prenant la technologie d'abord et ensuite essayer de voir est-ce qu'on peut faire un produit avec cette technologie. Non, il faut d'abord vouloir un produit et ensuite identifier quelles sont les technologies qui vont s'adapter le plus à ce produit plutôt que d'essayer de dire « Ah oui, j'ai entendu que blockchain, c'était bien » ou « J'ai entendu que ça, c'était bien. Est-ce qu'on ne peut pas faire ça ?» Parce que ça, la plupart du temps, c'est des projets qui sont démarrés sur des ambitions qui ne sont pas vraiment en phase avec les besoins clients et les besoins de l'institution. Très bien, très bien. Oui, en effet, je crois que le message fort qui parvient de votre intervention, c'est qu'un projet digital n'est pas un projet informatique, ni un projet guidé par une technologie quelconque, mais même si ça comporte une composante technique très importante, n'est-ce pas? Donc, en fait, pour réussir, il faut réfléchir en termes d'utilité pour le client, de coût-bénéfice pour l'institution, si j'ai bien compris. Et d'ailleurs, à ce propos, une question qui vient de nos participants, c'est comment fait-on pour mesurer la valeur d'un produit digital pour la clientèle? Peut-être que vous, Olivier, ou bien Willy, souhaitez répondre sur ces questions-là. Une question de mesure de la valeur de l'utilité, on pourrait dire de la value proposition pour le client en anglais. Willy, vous avez un avis là-dessus? Ah, je crois que là… Oui, vous m'entendez? Je peux commencer, André, si oui, d'accord, oui. Oui, Olivier. C'est Olivier. Oui, enfin, donc je pense que là-dessus, comme on le disait, je pense qu'il faut d'abord partir des besoins du client, comprendre quelles sont leurs contraintes dans la façon dont ils travaillent avec les institutions financières, quelles sont leurs habitudes et à partir de là, en effet, construire une proposition. Et je dirais que l'avantage des canaux digitaux peut permettre justement de fortement réduire les déplacements du client pour se rendre dans son institution financière qui, dans un certain nombre de nos environnements, sont des problématiques réelles, très concrètes, quand il faut plusieurs heures pour aller d'un point A ou un point B, avec le coût que ça implique, etc. Donc, pour des gens qui sont auto-entrepreneurs ou qui gèrent un petit business, s'absenter plusieurs heures de leur business, ça a un vrai coût. Et donc, ça peut immédiatement donner une valeur ajoutée à un service qui leur permet d'interagir depuis chez eux, depuis leur business, directement avec leur institution financière ou avec
leurs clients ou leurs partenaires via des services digitaux. Donc ça, c'est un premier point. Après, je pense que le digital, c'est pas seulement des produits, c'est aussi des canaux, hein, donc, qui ne se traduisent pas forcément immédiatement en valeur monétaire. Donc, je pense que ce qu'il faut voir, c'est un peu tout ce à quoi tout ça donne accès au client pour répondre à ses besoins et voir un petit peu en fonction de ça, qu'est-ce qu'il utilise prioritairement, quelle valeur ajoutée ça apporte à son business, quelle valeur ajoutée ça apporte aussi au nôtre. Et ensuite, globalement, plutôt que de réfléchir en termes de produits ou de canaux spécifiques, d'avoir une vision un peu plus globale du client et de l'ensemble de ses besoins et de comment on y répond via différents moyens. Bien, merci beaucoup. J'ai encore une question qui me paraît assez pertinente quand même pour le sujet qui nous préoccupe. C'est une question assez simple, mais qui n'a peut-être pas une réponse facile. C'est quels sont les produits digitaux qui sont relativement, oh non, plutôt, quels sont les produits financiers, pardon, qui sont relativement faciles à digitaliser? Je ne sais pas si la question est pertinente parce qu'on vient de comprendre que ce qu'il faut faire rapidement, c'est offrir des solutions, quelles qu'elles soient, dont la clientèle a urgemment besoin, hein, dans l'urgence. Et puis ensuite, ce sont des solutions qui s'inscrivent dans une stratégie laquelle réfléchit à voilà, la proposition de valeur pour la clientèle d'une manière générale et qui s'insère dans une stratégie globale de l'institution. Mais néanmoins, je souhaite quand même vous la relayer à tous. Est-ce que vous diriez, selon vos expériences, qu'il y a certains services qui ont été assez faciles à digitaliser et que vous avez pu assez rapidement mettre en place? Peut-être, vous, Willy, vous avez un avis là-dessus? Pour commencer par vous? Je ne sais pas s'il nous entend. Willy vient juste de nous rejoindre. Il était déconnecté un moment. Ah, d'accord, d'accord. Connexion pas très stable. Vous avez compris la question? Non, vous pouvez la reprendre, s'il vous plaît? Ah oui, je disais, y a-t-il, à votre avis, des services financiers qui sont, disons, plus faciles à digitaliser que d'autres et qui peuvent être mis rapidement en place pour la clientèle d'une institution financière? Oui, tout à fait. Les principaux services financiers qui sont beaucoup plus simples à digitaliser, au-delà de tout ce qui est services d'accompagnement à la formation ou à l'éducation, ce sont évidemment les services de décaissement et d'encaissement de flux. La digitalisation des flux sont beaucoup plus simples une fois qu'on a la capacité d'apporter les tuyaux digitaux entre la banque, la structure financière et le client cible. Et une fois qu'on a justement cette capacité à déployer du tuyau digital, il y a toute la question justement du sens du flux. Et ça, c'est le second niveau de la fusée. Et évidemment, le sens paiement est beaucoup plus simple à digitaliser que le sens encaissement. Parce que dans le sens encaissement, il y a toute la problématique de la collecte et de la transformation des espèces en monnaie digitale. Parce que dans le sens des paiements, on a en fait une transformation de monnaie scripturale en monnaie, de monnaie fiduciaire en monnaie électronique, et par la suite, c'est beaucoup plus les réseaux de décaissement qui doivent être forts et structurés. Mais voilà. Ok, d'accord, d'accord. Olivier, une opinion par rapport à ça? Oui, je crois que je suis assez d'accord avec Willy. Tout ce qui est gestion des flux transactionnels, ça me paraît ce qu'il y a de plus simple de prime abord. Après, si on veut pouvoir… après, c'est pas forcément les produits qui vont être les plus faciles à transformer, mais c'est comment on fait évoluer nos process pour pouvoir servir beaucoup plus rapidement nos clients, pour pouvoir répondre à leurs besoins de manière adaptée via des canaux digitaux. Encore une fois, le digital, ce n'est pas que des produits, c'est aussi des canaux.
et c'est les deux sur lesquels il faut travailler. Mais le transactionnel, oui, est a priori le plus simple. Après, tout ce qui est crédit, par exemple, va quand même s'appuyer souvent sur des modèles de scoring, de l'analyse de données, etc. Donc, c'est déjà des choses qui sont plus complexes, qui comportent d'autres types de risques qu'il faut appréhender, etc. Mais le transactionnel est le bon point d'entrée justement pour ensuite collecter de la donnée et pouvoir appuyer et développer d'autres produits sur ces bases-là, je pense. OK. Merci beaucoup, Olivier. Donc, je vois que nous sommes déjà au-delà du temps prévu. Je souhaiterais donc faire très rapidement un résumé de ce que nous avons appris de ces interventions. Je pense que, comme je le disais, le message fort de l'intervention de PCES, c'est qu'un projet digital n'est pas un produit informatique. C'est un projet qui, pour réussir, demande à une institution financière de repenser son modèle d'affaires complètement, en prenant en compte notamment les aspects processus, organisation, proposition de valeur aux clients, coûts, bénéfices et risques. Et je crois un point important aussi qui a été souligné, c'est que pour réussir, cela nécessite une forte adhésion de la part de l'exécutif et du conseil d'administration de l'institution. Quant à Advance Ghana, elle nous a très bien montré l'importance déjà de l'écosystème pour mettre en œuvre des produits financiers digitaux, notamment dans l'urgence, n'est-ce pas? Et aussi l'importance d'avoir dans cet écosystème un régulateur qui soutient activement le développement de ces solutions, avec des directives notamment sur les tarifs, le cadre réglementaire, et puis aussi des informations aux acteurs sur les opportunités qui existent. Advance Ghana nous a aussi bien montré l'importance de disposer d'une stratégie digitale qui va au-delà de la digitalisation de services existants en revisitant le modèle d'affaires. C'est ce que Advance appelle le Advance Innovation Roadmap. Et en touchant à des aspects comme l'espace de travail, la sécurité, la mobilité des agents, etc. Voilà. Et nous avons aussi appris de tous l'importance de l'utilité d'investir dans la formation des clients pour accélérer leur adhésion. La solution mobile money du groupe Société Générale IOP déjà contribué fortement à l'inclusion financière en fournissant des solutions de paiement à des personnes qui ne disposent pas de compte bancaire. Et à ce titre, elle est devenue un acteur majeur dans les politiques de filets sociaux, ce qui est un acquis d'importance dans un contexte de crise économique. Mais au-delà de ça, nous avons vu comment IOP a mis en place un service qui permet de sécuriser les paiements en espèces des détaillants ou des agents vers les fournisseurs, service qui est très utile en temps de crise sanitaire pour raccourcir le temps de transformation des flux de marchandises en cash et pour accélérer la livraison de produits et services de fournisseurs vers les distributeurs. Donc, ce service-là, je pense, nous répond bien à la question qui est de quel service mettre rapidement en place dans un contexte de crise Covid. Je pense que IOP a tout à fait touché le cœur de la cible. Voilà, je souhaite remercier très vivement nos intervenants et également tous les participants qui ont posé des questions très intéressantes. J'espère que ce webinaire aura permis à tout le monde d'enrichir son appréhension, sa compréhension du sujet. Et je laisse nos collègues de Microfinance Work for Africa clore ce webinaire. Merci beaucoup. Merci André. Une fois de plus, je voudrais, au nom de Making Finance Work for Africa, dire un grand merci à nos panélistes de ce jour et à leurs organisations respectives. Monsieur Christophe Bétagnol de PCES Ghana, Monsieur Olivier Baillé-Béché d'Advance Ghana et Monsieur Willy Cheng de IOP Management Société Générale Sénégal. Nos remerciements vont également à Monsieur Ramon Inaraja, le chef de la représentation de la BEI au Sénégal, et à notre modérateur principal, M. André Hortel de Horus Développement Finance. Je ne peux terminer cette série de remerciements sans exprimer notre gratitude aux équipes de IPC. Je pense principalement à Edwige Takassi,
et ses équipes qui ont travaillé avec nous à la préparation de ce webinaire. Enfin, un grand merci aux traducteurs pour leur accompagnement. Notre prochain webinaire est prévu pour le 4 mars et portera sur la question du genre. Le thème exact est le genre comme opportunité en période de crise. Rendez-vous est donc pris pour le 4 mars prochain. Si vos questions n'ont pas reçu de réponse ce jour, nous vous ferons un plaisir de les transmettre à nos panélistes et de vous envoyer leurs réponses. Vous recevrez dans les 72 prochaines heures un courrier électronique pour visionner l'enregistrement de ce webinaire. Le courrier contiendra effectivement un lien. 137 personnes environ, 137 personnes à un moment se sont connectées, c'est le maximum de la journée pour participer au webinaire. Au nom de Making Finance Work for Africa et de nos partenaires, je vous remercie de votre confiance et vous souhaite une excellente journée et que vous soyez une excellente santé. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.